son nouveau président, le Togo de son côté basculait dans une nouvelle république avec ce vote des députés qui fera désormais élire le président de la République, non plus par suffrage direct des populations, mais simplement par le Parlement. De quoi retourne ce changement voulu par Faure Gnassingbé et ses soutiens, ses partisans? On tentera de comprendre cela. À tout ceci viendra s'ajouter le cas Niger. Le Niger justement qui refuse de lever les barrières côté Bénin malgré la levée des sanctions par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Voilà les différents sujets au menu de nos 60 minutes de discussion avec professeur Mohamed Aboudou. Il est socio-anthropologue et politologue, enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Franck. Merci d'accepter notre invitation. Vous connaissez certainement mon collègue William Cliquant. C'est avec lui que nous vous recevons pour passer ces moments de discussion. William, bonjour. Merci. Bonjour Franck, bonjour à tous, bonjour professeur. Bonjour Franck. Merci à vous d'être là. William, justement. William, oui. Eh bien, on va commencer par l'actualité au pays de la Teranga. 44 ans, Bassirou Diomaye Faye. Il devient président de ce pays stratégique d'Afrique francophone. Déjà, de votre position d'analyste, est-ce que vous avez vu cette percée venir? Oui, ça fait vraiment déjà quelques années que nous avons posé ce diagnostic concernant donc, disons, la nouvelle génération de politiciens qui s'apprêtent donc à venir comme une rafale sur tout le continent africain. Parce que les anciens clichés sont devenus désuets et que maintenant la jeunesse a planté donc le décor, disons, pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Donc on a vu venir ça et puis même je crois que les soubresauts auxquels on a été confrontés ces derniers mois ont contribué largement aussi à énerver le peuple sénégalais et puis qui a donné son verdict sans appel. Donc, pour vous, ça n'a pas été du tout une surprise? Non, moi non. En tout cas, ça fait longtemps que nous observons et que nous avons vu en fait comment la jeunesse sénégalaise est déterminée effectivement à aller de l'avant et à avoir un changement radical concernant donc la gouvernance politique et même toutes les gouvernances au Sénégal. Mais vous parlez d'un pays dans lequel à 74 ans on accède au pouvoir, même Senghor, tout jeune venu au pouvoir, avait plus de la cinquantaine. Comment est-ce que vous avez établi le diagnostic? Quels étaient ces facteurs qui vous ont fait dire que à 44 ans on pouvait briguer la magistrature suprême dans ce pays? Merci monsieur Goula. Moi je pense que il faut dès maintenant qu'on se rende compte que le monde a changé. Je pense que nous avons des difficultés à accepter que le monde est en train de changer de façon vraiment extraordinaire. Ce n'est plus les anciens canaux qui vont nous gouverner, qui gouvernent le monde. Pas seulement l'Afrique, pas seulement le Sénégal, pas seulement le Bénin. C'est le monde entier. Regardez, jetez un coup d'œil partout. Vous verrez qu'effectivement, il y a un grand vent de changement tenu par les jeunes, par la jeunesse. N'est-ce pas? Qui est prête donc à insuffler donc un nouveau dynamisme à nos modes de gouvernance. Ça c'est clair. Et on le voit aujourd'hui sur deux plans. On va le voir donc sur le plan donc des révolutions brutales, n'est-ce pas, auxquelles on a assisté ces derniers temps dans certains pays ouest-africains. Et puis il y a ces révolutions qui vont être des révolutions que je vais appeler des révolutions donc douces, mais donc brûlantes quand même, comme au Sénégal. Et ce n'est pas fini. Je crois que ça va devenir désormais une tradition concernant le continent africain. Parce qu'en réalité, le continent africain aujourd'hui a besoin d'une véritable libération. C'est-à-dire, pour nous, c'est-à-dire les indépendances que nous avions eues, pour nous, constituent aujourd'hui le prélude même de l'indépendance réelle du continent. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, professeur? Regardez, la gouvernance jusqu'à maintenant, comment elle a été menée, en réalité, vous avez remarqué que nos chefs d'État, un peu de l'Afrique, étaient des chefs d'État de nom. Ils ne sont pas des chefs d'État réels. Vous avez appris qu'autrefois, et c'est vrai, moi j'ai même vécu ça en direct une fois, que c'est les chefs d'État européens qui nous désignaient donc nos chefs d'État et qui leur disaient ce qu'il fallait faire.
Et vous y croyez, vous? Ah si, j'y crois parce que moi, j'ai été témoin oculaire de ça. Ah bon? Oui, je me souviens, j'étais encore à l'université de Genève et j'ai eu la chance à l'époque d'assister à un forum mondial de leadership où il y avait d'ailleurs Babacar Khan du Sénégal. Et là, je peux vous le montrer prochainement, et on était dans une sorte de conclave parce qu'il fallait en même temps essayer de désigner le prix Nobel de la paix. Vraiment, je faisais partie des plus jeunes à l'époque. Bon, j'avais bénéficié de ce poste donc par mon professeur, le professeur Jean Ziegler, qui avait voulu que je le représente à Vienne. Et là, pendant que nous discutions pour la désignation du prix Nobel, et c'est l'année où Frédéric Leclerc, n'est-ce pas, a eu le prix Nobel, et Nelson Mandela à l'époque. Vous comprenez? Le prix Nobel tournait vers une dame qu'on appelle Rigoberta Menchú, qui était une Guatémaltèque. Pendant que nous étions en discussion, n'est-ce pas, c'est l'ambassadeur allemand qui s'appelle Gérard Linke qui nous a interrompu et qui nous a dit emergency, qui a une information. Vous comprenez? Que Boutros Ghali venait d'être nommé secrétaire général des Nations Unies, n'est-ce pas, en lieu et place de Abdou Diouf, qui était pressenti. Mais surtout des Africains. Bien sûr, bien sûr. Mais c'était Abdou Diouf qui était pressenti. Vous comprenez? Oui. Et soutenu même par l'OCDE à l'époque. Mais Gérard Linke, n'est-ce pas, nous a rassurés. Puisque dans la foulée, le général Obasanjo aussi prétendait au poste de secrétaire général des Nations Unies. Et c'est là que Gérard Linke nous a rassurés qu'il n'y a pas d'inquiétude. Il était là, Obasanjo, avec nous, que l'on a décidé désormais, n'est-ce pas, que c'est Obasanjo qui reviendrait au pouvoir au Nigeria. C'est ce qui a été fait quelques mois après. Donc pour le contenter. Allô? Pour le contenter. Ah oui, bien sûr. Et quelques mois après, que Boutros Ghali soit venu comme secrétaire général des Nations Unies, n'est-ce pas, en remplacement de, comment on appelle le Sénégalais, Abdou Diouf et de Obasanjo, Obasanjo a été élu président donc du Nigeria. Ça veut dire qu'effectivement tout se décidait là-bas, on venait simplement... Tout s'est, en tout cas, sous mes yeux, tout s'est décidé là-bas. J'étais là, on m'a pas raconté. Parce que nous n'avons pas d'institutions fortes non plus. Ils sont plus expérimentés que nous en termes de démocratie. Il y a beaucoup de dérives et d'amateurisme dans notre façon de faire. Tout le problème est là, chers amis. Tout le problème est là. L'amateurisme, c'est-à-dire on imite les autres institutions, les institutions qui sont déjà installées depuis des millénaires. Nous pensons que du jour au lendemain, nous sommes à leur niveau, nous faisons des déclarations intempestives. Tout à l'heure, nous allons le voir, n'est-ce pas, et avec un régime parlementaire, régime de ceci, régime de cela. Vous imaginez? Depuis combien de temps? On va y revenir tout à l'heure. Alors, le cas du Sénégal, justement, oui. C'est vrai que beaucoup ne voyaient pas Diomaye Faye au pouvoir. On s'attendait beaucoup plus à voir peut-être Sonko qui a mené véritablement la lutte. Mais malgré que Sonko soit écarté, on a vu que quelqu'un du PASTEF quand même est venu au pouvoir. Mais dans ce cas précis, est-ce que véritablement le président Macky Sall aussi lui-même n'a pas contribué un peu à baliser le terrain pour ces jeunes-là? C'est ce que je disais tantôt, avec tous les soubresauts. Je crois que tous les comportements donc, de Macky Sall ont contribué à radicaliser les positions de la jeunesse. Et puis dites-vous, ce n'est pas en réalité Faye, Diomaye Faye, que les Sénégalais ont élu. C'est Sonko. Comment? C'est Sonko. Sonko parce que il n'était pas sur la liste. Oui, parce que Sonko avait été empêché d'être, vous l'avez bien suivi, avait empêché par tous les moyens d'être candidat, pensant pouvoir l'affaiblir. Vous avez suivi tout ça, vous êtes en train de me taquiner, chers amis. Mais en réalité, à un moment donné, pour les jeunes Sénégalais, et même pour les Sénégalais moins jeunes, Sonko égale Faye, Faye égale Sonko. Je ne sais pas si vous avez écouté l'interview du papa de Sonko, de Faye. Le politologue comme vous. Oui, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il a dit que lui, en réalité,
il pensait que ça allait être... Il ne pensait pas à son fils, il pensait à son co. Et c'est réel. Il est honnête, il dit la réalité. Maintenant, ce qu'il faut craindre, vous savez, quand on a le pouvoir, on devient autre chose. Est-ce que leur amitié va perdurer? Est-ce qu'ils seront toujours ensemble? Est-ce que vous voyez? C'est une amitié ou c'est une idéologie qu'ils défendent? Amitié, idéologie. C'est ensemble. C'est-à-dire ils ont concocté leur plan ensemble. Ils ont tout fait ensemble. Mais le pouvoir, souvent, corrompt. Professeur, est-ce que finalement les idées sont arrivées à la tête d'une démocratie bien respectée, sans jamais des gratignures réelles comme des coups d'État et autres, au Sénégal? Est-ce que ces idées sont finalement venues au pouvoir avec le PASTEF, son idéologie, ou c'est parce qu'à un moment donné on était un peu trop fatigué de cette classe politique de tout temps qui ressassait les mêmes fautes? Vous savez, c'est un ras-le-bol général de la gouvernance à laquelle les Sénégalais ont assisté depuis déjà quelques années. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas le Sénégal seul. Ça va venir dans d'autres pays où les gens, la jeunesse surtout, en a ras-le-bol de la manière dont elle est gouvernée et de la manière dont les choses sont gouvernées. Pour l'instant, dans certains pays, ça a l'air calme, comme si de rien n'était, mais ça bouillonne, chers amis. Ça bouillonne. Quels sont les indicateurs? Je ne veux pas vous dire maintenant les indicateurs en tant que tels. Les mécontentements généraux, pas d'emploi, pas de perspective, pas d'avenir. Il n'y a rien. Dans la plupart de nos pays, c'est ça, non? Chaque pays avec ses particularités. Avec ses particularités. Il y a même des pays où c'est exacerbé. Aujourd'hui, vous allez dans certains pays, vous demandez aux jeunes, qu'est-ce qu'ils pensent du lendemain? Il y en a qui vont vous dire même qu'ils ont pensé au suicide. Parce que pour eux, l'avenir est tellement sombre, noir, qu'ils n'ont plus d'issue. Et ils se demandent pourquoi ils sont encore là. J'exagère un peu. D'accord? Mais c'est ça la caricature en réalité qui est effective. Un peu dans nos pays africains, il n'y a plus rien. Alors que voulez-vous? Et on a les mêmes modes de gouvernance, vraiment, disons, lancinants. Vous voyez, oui, mais professeur, Macky Sall n'a pas démérité non plus. On sait que sur le plan des infrastructures, par exemple, Macky Sall a fait avancer le Sénégal à un certain niveau. Son bilan n'est pas autant critiqué. C'est peut-être la personne de Sall, on en était fatigué. Il a fait 2 mandats. On se dit, bon, il faut donner la chance à d'autres Sénégalais de venir faire leur preuve. Vous avez raison. Sincèrement, le président Macky Sall a travaillé. Moi, je connais très bien le Sénégal. J'ai connu le Sénégal avant Macky Sall. J'ai connu le Sénégal après Macky Sall. J'ai vu la différence. J'ai vu tout le travail que Macky Sall a abattu, mais qui avait été commencé par Abdoulaye Wade. Que Macky Sall a achevé et il a enchaîné, n'est-ce pas, avec donc son savoir-faire. Sincèrement, si vous connaissez Dakar avant et que vous connaissez Dakar aujourd'hui, il n'y a rien à voir. Il y a un grand changement. Autrefois, il vous est difficile de circuler dans les quartiers de Dakar. Aujourd'hui, vous avez du plaisir, vraiment à n'importe quel moment, à aller vous promener dans les rues de Dakar, parce que Macky Sall a travaillé. Mais le problème n'est pas là. Quand on fait donc la balance, on se rend compte que c'est vrai, il a travaillé, mais qu'il aurait pu travailler davantage, pour essayer vraiment d'offrir un avenir beaucoup plus, disons, stable. D'autres vous diront qu'il y a des contingences par rapport à l'exercice du pouvoir qu'on ne maîtrise pas. Vous avez porté un programme de société en venant au pouvoir. Quand vous arrivez au pouvoir, il y a des difficultés. Dans 100 jours, peut-être qu'on va commencer avec Diomaye Faye. Dans 1000 jours, on va dire nos attentes ne sont pas comblées, ainsi de suite, malgré qu'il soit jeune. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair que je dis bien, Faye va avoir des problèmes. Mais ce qui est intéressant chez ces jeunes, c'est des jeunes avertis. Ils savent déjà ce qui les attend. Avertis? Aucune expérience politique. Son mandat électif. Attention, depuis la nuit des temps. Ne dites pas ça. À mon avis, c'est des jeunes qui sont avertis
parce qu'ils ont côtoyé par ces grands politiciens. D'ailleurs, si vous remarquez bien, ils sont épaulés par des grands politiciens sénégalais. Et vous verrez ce qui va se passer. Est-ce que ça suffit? Vous voulez quoi encore? On sait même que ceux qui viennent dans de pareilles euphories, ça finit souvent très mal. Ah non, nous on ne va pas leur souhaiter ça au Sénégal. En fait, il y a des cas. Non, il ne faut pas être aussi pessimiste. Moi, je suis optimiste. Parce que c'est des enfants, quand vous les écoutez, vous les voyez, mais c'est des enfants intelligents. Ils sont intelligents. Ils ne vont pas faire la grosse tête parce qu'ils sont venus au pouvoir jusqu'à aller s'encoubler d'ici 3 ou 4 mois. Ils vont s'adosser, s'appuyer sur la vieille garde. Tout en mettant du leur dedans. C'est-à-dire, tout en sachant exactement ce qu'ils doivent faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers que leur papa et arrière-grand-papa. Est-ce que c'est si facile que ça? Non, c'est pas facile. Parce que Macky Sall, ce qui lui est reproché, c'est la redistribution de la richesse nationale, les contrats miniers, les contrats gaziers. Est-ce qu'il avait les mains tout aussi libres que ça? Non, il n'a pas les mains libres. Sonko l'a dit. Sonko a demandé à la France de lever son genou du cou du Sénégal. Ça veut tout dire, non? Mais c'est comme ça. Ils vont réussir à le faire, à se débarrasser écoutez, la France n'a plus le choix. Je crois que la France est devenue fébrile. Elle est devenue, c'est-à-dire que la France, c'est-à-dire, elle raisonne, elle se comporte aujourd'hui comme la vache folle qui a perdu son esprit. Quand vous les regardez, vous regardez Macron, vous voyez très bien qu'il n'a plus toutes ses facultés. Même au sein de son propre parti. C'est l'un des derniers pays qui leur reste dans la sous-région. Ils ne vont pas jouer le tout pour maintenir... Ils vont le faire. Premier partenaire commercial du Sénégal. C'est clair. Non, mais ça va être même ça. Moi, je crains même pour la vie de ces enfants-là. Parce que c'est des gars, je veux dire, qui ne les sur aucun moyen. Vous le savez très bien. C'est vous qui le dites. Ah non, vous le savez très bien. Dès qu'un chef d'État se défend, vous savez très bien ce qui lui arrive. Donc, mais c'est le système. Mais nous ne pouvons pas être éternellement, n'est-ce pas, sous la dépendance de ces puissances-là, de façon vraiment totale. Je pense que le continent africain, notamment les pays africains, ont quand même une certaine souveraineté, même si, on peut dire par moment que c'est une souveraineté, disons, fictive. Nous avons des chefs d'État, nous avons les institutions, quand bien même elles fonctionnent comme elles peuvent, mais en réalité, c'est ça. Il ne suffit pas qu'on ait ça et que par derrière, vraiment qu'il y ait d'autres forces qui nous tirent, qui refusent que nous puissions avancer. Et ça fait des années. Moi, depuis ma naissance, on me parle de développement. On me parle de développement. C'est un processus de longue haleine. C'est un processus. Quand moi, je dis à mes enfants combien mon père me donnait pour aller à l'école, ben, ils ne croient pas. Pourtant, on était heureux, on mangeait bien à notre faim. C'était pas grand-chose. Mais aujourd'hui, allez, envoyer un enfant à l'école, remettez-lui 3000 francs pour la matinée ou le petit déjeuner. Ce n'est pas suffisant. Il vous dira que ça ne suffit pas. Mais nous avions bien mangé avec beaucoup moins que ça à l'école. Ce qui nous a permis d'ailleurs d'aller à l'école, de bien apprendre et de devenir ce que nous sommes devenus. Vous comprenez? Et on parle de développement. Développement et développement. Au fait, moi je me suis déjà déconnecté de ce concept. Encore que c'est un concept polémique entre eux. Dans la plupart de mes travaux autrefois, parce que moi j'ai eu la chance, n'est-ce pas, de travailler aussi au niveau des institutions internationales sur les questions de développement, travailler donc au secrétariat des Nations Unies sur les questions de désertification et de tout ça et tout ça. Et vous en tenez à quoi maintenant? Aujourd'hui, pour la question de développement, oui, qu'un pays doit avancer, qu'on doit réaliser. Moi, je pense que la question de développement est devenue, pour moi en tout cas, une question personnelle, c'est-à-dire des choix que des États doivent faire eux-mêmes. Et non se fier aux grands concepts qu'on lance depuis la Banque mondiale, depuis le FMI, de gros documents que nous lisons, des gros titres. Lutter contre la pauvreté, faire ceci, faire cela. C'est du vent. Et pourtant, c'est codifié jusqu'aux objectifs du développement du tout ça, c'est nous qui avons fait. Alors, il peut vous dire,
toujours dans mon expérience, quand j'étais aux Nations Unies, j'avais un bon patron, excellent patron, qui est venu me demander un travail sur les questions de désertification concernant le Chypre. Je lui ai fait ça. Il était content. Il est revenu me voir un mois après pour me demander le même travail. J'étais étonné. J'ai fait le travail. Il est revenu une troisième fois me demander le même travail. J'ai fini par lui dire, mais Excellence, mais ce travail-là, avec beaucoup de respect et d'émotion, je dis, mais ce travail-là, on l'a déjà fait 3 fois. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Monsieur Abdou, ne soyez pas naïf. Vous pensez que vous pouvez changer le monde? On fait semblant. Vous ne pouvez pas changer le monde. On fait la routine ici, on fait des choses comme si vous pouvez changer. Il n'y a pas plus longtemps, même au Bénin ici, un responsable d'une grande institution internationale m'a dit, écoute, professeur, vraiment nous n'irons nulle part. Pourtant, ils sont là pour nous aider sur des questions de développement. Il m'a dit, nous n'irons pas. Nous passons notre temps, nos journées, à faire des réunions avec des ministères, de ceci, de cela. À la fin, il n'y a pas de résultat. Il n'y a que ces réunions-là et de beaux textes que nous écrivons. Il me dit, je suis même fatigué. Alors, donc à mon avis, la question de développement aujourd'hui doit devenir un choix pour chaque changer État. de paradigme. Oui, de paradigme totalement. Allez, professeur, on sait que Diomaye et le PASTEF défendent des idéologies purement panafricanistes. Oui. Est-ce que cela va influencer, à votre avis, la gouvernance du Sénégal et même les relations avec les autres pays en Afrique et dans le monde? Ça, c'est clair. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à retomber dans la routine. Ils doivent montrer qu'ils peuvent faire autrement, non? Alors, s'ils ne le font pas, ça ne sert à rien. Ils vont partir là d'ici quelques mois. Les gens vont commencer à les charger. Parce que les gens attendent un autre discours d'eux. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est-à-dire se rompre les amas avec, par exemple, la France, les pays européens. Essayer déjà de diversifier leur partenariat, ce qui est important. D'accord? Est-ce possible? Est-ce possible? Je ne sais pas, mais d'abord, c'est une des voies, c'est-à-dire de libération. La diversification des partenariats. Tant qu'ils ne vont pas le faire, n'est-ce pas? Qui seront sous le joug d'une ou de 2 puissances qui ont tous les droits de préemption et tout ce que vous voulez sur eux, où est le changement? Mais vous-même, réfléchissez. Regardez ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça entre le Niger et les États-Unis. Les Américains qui débarquent de façon unilatérale, qui donnent des instructions, qui choisissent avec qui ils veulent discuter et qui donnent des injonctions aux responsables nigériens sur comment ils doivent coopérer, avec qui ils doivent coopérer. Avec vraiment des menaces. Vous acceptez ça? Si vous étiez chef d'État, quand une puissance étrangère venait vous dire ça, est-ce que vraiment vous allez vous regarder dans une glace? C'est du darwinisme. Soit on est fort ou on disparaît. La parole aux grands États. Vous savez, ce qui s'est passé au Niger, là, je ne parle pas de leur coup d'État du 27. Moi, je parle de l'événement. Justement, la rupture des accords militaires avec les États-Unis. Autant Kérékou en parlait autrefois. Moi, j'ai entendu un jour Kérékou dire qu'on l'a appelé pour dire, que les dettes du Bénin, qu'on doit rétrocéder à la France, là, qui n'a pas fait ça, et que s'il ne le fait pas, que ça va mal tourner pour lui. Qu'il a dû s'adresser à Thabo Mbeki, parce que lui-même, il ne comprenait pas pourquoi la France allait lui donner de telles injonctions. Kérékou Mathieu, le général. Donc lui, il était surpris, parce qu'il était déjà dans un autre régime à l'époque. Alors les gens lui ont donné, ils lui ont fait quelques concessions, ils l'ont laissé un peu dans l'ombre, et puis tout d'un coup, ils ont surgi. Donc c'est qu'on ne peut pas gouverner nos États, n'est-ce pas, de cette manière. Nous devons avoir, si vous voulez, donc, ça dit, un peu d'initiative pour nous-mêmes. Toutes les initiatives ne peuvent pas venir de l'extérieur pour nous. C'est impossible.
Vous vous réveillez un beau matin, chers amis, et vous constatez qu'en réalité, le franc CFA là, ne vous appartient même pas. Ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre monnaie. Ce n'est même pas une monnaie. Et vous bombez le torse, vous dites que vous travaillez donc à Canal 3, vous êtes payé, je ne sais plus, 3 millions par mois, je ne sais pas, enfin, j'ai dit ça, mais en CFA. Et vous pensez que vous êtes riche. Vous pensez qui vous paye? Qui a cet argent-là? Déjà ça. Quand vous parlez du CFA, professeur Mohamed Aboudou, n'est-ce pas une zone interdite, par exemple, qui est inscrite dans ce programme de société? Il parle de monnaie avec une démarche sous-régionale, avec tous les pays, ensuite, peut-être les pays de l'UEMOA. N'est-ce pas des sujets que tous ceux qui ont abordé, ouest-africains ou tropicaux, ou des sujets que tous ceux qui ont abordé ont... des sujets qui leur ont coûté leur vie ou beaucoup d'autres déboires. Ah oui, oui. Ah oui, c'est comme ça. Pour des jeunes de 44 ans, pour des jeunes comme ça, ce sont des choses à brandir. Mais je crois que ils sont venus pour se sacrifier. Si eux n'arrivent pas à le faire, ceux qui vont leur succéder, un jour arriveront à le faire. Les Haïtiens n'y sont jamais parvenus jusqu'aujourd'hui. Non, bon, ça c'est encore une autre dimension. Vous savez que les Haïtiens, eux, ils sont plus atteints que nous. Vous avez vu ce qui se passe en Haïti? Là maintenant, j'ai plein d'amis haïtiens qui m'envoient tout le temps, qui veulent même rentrer au Bénin. Sincèrement. Ils veulent rechercher leurs origines pour revenir au Bénin. Pour eux, vivre en Haïti, là, c'est des Haïtiens. Vivre en Haïti, ça ne sert plus à rien. Vous voyez? Donc nous avons de sérieux problèmes, chers amis. Justement, par rapport aux problèmes que nous avons, quels sont aujourd'hui les défis qui se posent à Diomaye Faye? Pourra-t-il véritablement les relever? Sincèrement, Dieu seul peut le dire. Ça dit que nous, ce qu'on peut faire, c'est de leur souhaiter vraiment une bonne route et de les soutenir. Mais déjà, est-ce qu'on peut énumérer ces défis-là? Déjà ça, hein, en finir avec la même mise sur l'économie sénégalaise par les puissances étrangères. Je crois que tout État responsable devrait pouvoir faire ça. Est-ce que la rupture peut être automatique? Elle ne sera pas radicale. N'est-ce pas? Et de faire en sorte que l'on accepte la diversification de leur partenariat. Parce que c'est là le problème. On ne vous donne pas tout ce que vous voulez et on vous refuse d'obtenir ce que vous cherchez ailleurs. Mais comment vous êtes? Quel paradoxe ça? C'est quel paradoxe ça? Regardez. C'est des trucs que nous avons développés. C'est pourquoi je vous disais tantôt que sur les questions de développement, nous on s'est tu. Parce que c'est des choses que nous avons développées au plan universitaire, reconnues mondialement sur certains points. Vous voyez, la question par exemple de la coopération, qu'on dit développement et machin. On vient, on vous dit, voilà, on vous donne de l'argent, hein, pour développer votre pays. D'accord? En principe, on vous remet cet argent. Donc, ceux qui vous ont remis l'argent devraient pouvoir se retirer et vous allez définir les paramètres, n'est-ce pas? Et les paradigmes dans lesquels vous allez mettre cet argent-là pour développer votre pays. Non, c'est pas ça. On vous le remet en même temps que le cadre dans lequel vous allez développer votre pays. Est-ce que cela ne tire pas sa source du fait que nous sommes très peu corrects également? Lorsqu'on amène l'argent, il y a des pays dans lesquels soit l'argent disparaît, la corruption s'ensuit, la façon dont on gère, ce n'est pas de façon orthodoxe. Et pendant longtemps, ils ont vu cela, ils ont vu que en interne, nous ne faisons pas des efforts pour assainir, par exemple, nos finances. Les résultats ne suivent pas. Construire les salles de classe, par exemple, il y en avait qui détournaient, on les jette en prison, ils ressortent, après ils retrouvent leur argent, et puis la grande masse souffre en fin de compte. Monsieur Franck, moi je pense que la conditionnalité dans laquelle on nous plonge lorsque nous entrons en coopération n'est pas systématiquement liée à ça. Ce que vous dites là est un autre effet, n'est-ce pas, de la coopération. Hein? Alors, vous êtes là maintenant. Si vous prenez un projet classique, mis en œuvre au Bénin, là. D'abord, c'est quoi un projet? Un projet, c'est une activité qui démarre, qui se développe et qui atteint les objectifs.
et qui s'arrêtent parce que les objectifs sont atteints. Aujourd'hui, quand vous avez un projet, moi, je n'ai jamais vu. Moi, je connais des projets qui durent depuis 20 ans. Quand on finit là, 3 ans ou 4 ans, on dit il y a une seconde phase, il y a une troisième phase, il y a une quatrième phase. Et à la fin, après 15-20 ans, il n'y a pas de résultat. C'est toujours des phases que vous voyez. Conséquence, ceux qui sont dans les projets là, qui travaillent en dehors des nôtres, mais c'est encore eux. C'est encore les coopérants là qu'on envoie pour travailler. Tout ça, ça fait que c'est une manière, n'est-ce pas, de résorber le chômage chez eux. Parce que c'est des gars en réalité qui ne trouvent pas de place chez eux pour travailler, qu'on envoie ici, hein, pour venir jouer les experts et autre chose. Quand ils finissent le projet ici, qu'ils rentrent dans leur pays là, ils sont oubliés. Hein. Personne ne les prend. Hein. D'ailleurs, quand ils vont chercher au travail, on dit, mais dis donc, c'est vous votre CV. Les gens regardent leur CV et disent, mais dis donc, toi tu as travaillé dans le tiers-monde en Afrique, vraiment tu ne pourras pas être opérationnel chez nous. Pourtant, c'est des grandes lumières chez nous ici. Donc, c'est un cercle vicieux. Professeur, parlant d'emploi. Aujourd'hui, près de 60% de la population sénégalaise a moins de 20 ans. Oui. C'est une des grosses problématiques. D'ailleurs, celui qui vient au pouvoir, lui-même est en griffe un chômeur. Oui. Il a été radié de la fonction publique. Oui. Quelle est la thérapie aujourd'hui que vous conseillez du point de vue de votre expérience, du scientifique et du politologue que vous êtes, à cette jeune équipe qui, politiquement, n'a jamais eu l'expérience de la grosse gestion? Politiquement, c'est de faire d'abord en sorte que les ressources, n'est-ce pas, soient bien canalisées et redistribuées. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Si les ressources sont bien canalisées et bien redistribuées, il va y avoir énormément de création d'emplois. Je ne vais pas jusqu'à dire que le chômage sera totalement résorbé. Il n'y a pas un seul pays au monde où il n'y a pas de chômeurs. Mais c'est des taux, c'est-à-dire c'est une question de taux acceptable ou pas. Mais si vous êtes dans un pays où vraiment il y a, c'est comment je peux dire ça, il y a deux classes, des classes qui vivent dans l'opulence, n'est-ce pas? Et puis la majorité qui vit dans la pauvreté que vous côtoyez tous les jours, vous n'avez même pas pitié de les regarder dans les yeux, ça ne sert plus à rien parce que ça veut dire que les ressources là sont mal redistribuées. Quand on parle d'emploi, c'est vrai, c'est pas aller s'asseoir dans un bureau pour dire qu'on travaille. D'ailleurs, eux-mêmes là dans le bureau, ils font quoi? Je pense que sur ce point-là, le chef de l'État a raison de dire ils vont s'asseoir dans les bureaux pour gratter des papiers. Hein? Ils rapportent quoi? Les parapheurs. Voilà. Donc vous allez les voir le matin, bien habillés, des pantalons bien redressés sur des motos. Maintenant, ils sont obligés de porter quand même des casques qui courent pour aller dans des bureaux. Vous croyez qu'ils vont faire quoi dans les bureaux là? Oui, bien sûr, la question, on fait également un bon procès aux universités. Les études dont vous parlez, les paperasses qu'on traîne partout, ce sont les universitaires qui le font, les cabinets, les scientifiques au niveau des universités. Les laboratoires. Oui, les laboratoires, c'est d'abord vous. Je vais vous dire, non, si vous voulez, je suis bien placé pour en parler, oui, mais je vous dis, la question de travail, emploi la fonction publique, vous voyez tout ce monde qui déambule dans des bureaux, mobilettes, voitures, machin, vous pensez quand ils se lèvent le matin là, vous pensez que, excusez-moi, j'exagère un peu, vous pensez que c'est parce qu'ils aiment leur patrie, c'est pour l'amour de leur patrie qu'ils courent dans les bureaux? Mais il y en a qui sont des citoyens de bonne facture, qui font le travail avec patriotisme. Mais ils ont tous les ennuis dans leur lieu de travail. Ceux qui se comportent de la sorte là, c'est pas aux yeux des autres, c'est pas la norme. Ils sont l'objet de toutes sortes de réprimandes, toutes sortes vraiment de malversations. On les regarde comme des extraterrestres, des marginaux. Et ils finissent dans un état piteux à la retraite. Absolument. Mais la faute est à vous, professeur, c'est à vous, acteurs de l'école. L'école n'a pas formé des patriotes. L'école a formé des gens qui savent tenir le stylo et parler. Ça n'a rien à voir avec l'école. C'est qu'ils y vont. Ils n'y ont rien à y faire. Vous comprenez? Ils courent derrière des petits papiers. Et puis même, ça a un peu changé. Autrefois,
les gens couraient pour aller dans leur bureau pour voir s'ils n'ont pas de per diem ou des choses comme ça, là, des petits primes qui sont arrivées. Donc, ils connaissent ceux qui dorment à la maison, les autres les appellent pour dire, bon, il y a telle prime qui est arrivée, c'est ce qui est arrivé. Ben, là, maintenant, ça a diminué. Je ne dis pas que c'est totalement fini. Vous comprenez? Hein? Je crois que le président Talon a essayé vraiment de régler ce problème. Mais ça, il y a des choses qui suivent. Et ils paient cash le prix. Ils sont impopulaires. Les ça, syndicats qui viennent pour faire ces réformes-là ne sont pas bien vus. Voilà. Donc, ces pratiques-là se sont transformées en autre chose dans nos institutions et dans nos ministères. Je ne veux pas entrer dans les détails. Professeur Abdou, il y a une interrogation qui va relancer géographiquement notre débat et également le sujet. C'est bien si on tend vers la fin du règne des Yassingbe, de cette fameuse dynastie chez notre voisin de l'Ouest. Déjà, vous avez suivi l'actualité, un nouveau texte constitutionnel adopté. On parle maintenant de régime parlementaire. Pour moi qui connaît de toutes petites notions de droit, au même moment on parle encore de président. À quoi ressemble ce qu'on entend du côté de Lomé, professeur? Alors ça, c'est la grosse interrogation. Hein. Moi-même, je me suis posé la question de savoir, c'est-à-dire ce que c'est. Autrement dit, moi, je ne me pose même pas la question de la légalité, de la légitimité, des procédures et tout ça. Ça, nos grands collègues, les grands collègues juristes sauront vous l'expliquer. On a d'excellents juristes au Bénin qui vont vous dire, ben, écoutez, voilà, est-ce que c'est le moment de faire ceci à quelques mois donc des élections avec les questions, les lois de la CEDEAO. Bref, moi, je n'aime pas là-dedans. La question que je me pose, c'est celle-ci. Ça résout quoi? On vous la pose, ça comme résout problème. Quoi, professeur? Oui. Ça va résoudre quoi? Et pourquoi maintenant? C'est la question que je me suis posée. Alors, je me suis dit, d'abord, un régime parlementaire en tant que tel, n'est-ce pas, n'est pas une mauvaise chose. Si vous prenez des grands pays, comme l'Angleterre, l'Allemagne, et bien d'autres pays d'ailleurs, hein? L'Italie, c'est des pays, n'est-ce pas, où c'est des régimes parlementaires où on connaît même à peine le chef d'État. Il y a des chefs d'État qui ne sont même pas connus. Ça, c'est du folklore, c'est-à-dire eux-mêmes, là, ils sont là pour faire garnir un peu la chose, quoi. Mais c'est le Premier ministre, hein, ou le ministre du Conseil, qui est vraiment le patron de l'exécutif pur et dur, et s'y conduit. Scholz, tous les autres là, hein, Rishi Sunak, tous ceux-là. Est-ce que ça veut dire que dans ces pays-là, ça ne fonctionne pas? Vous savez pourquoi ça fonctionne? Non. Parce que leur système démocratique ne date pas d'il y a 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, ou 10 ans même. C'est 200 ans, 300 ans. Donc, eux, ils savent ce qu'on appelle démocratie. Système démocratique. Nous sommes toujours ignorants après 34 ans, nous, sous les tropiques. Hein? Nous sommes toujours en Afrique? Oui. Que nous savons ce qu'on appelle démocratie. Le Sénégal est un grand exemple. Le Ghana, l'Afrique du Sud, on a de grandes démocraties quand même. Il y a combien d'États en Afrique? Il y en a beaucoup, hein, Monsieur Franck. Il y en a beaucoup, hein. Si après la cinquantaine, il y a que 2 ou 3 États perdus qui se cherchent encore, et puis alors que ça se passe comme ça, moi je ne pourrais pas en être fier. Est-ce que vous comprenez? Ce que je veux dire par là. En Angleterre, en Italie, en Allemagne, les députés, là, les parlementaires, là, hein, représentent réellement le peuple. Et souvent, les élections se font à la proportionnelle. C'est-à-dire, même les petits partis, là, les petits partis, les partis de vert, extrême gauche, extrême droite, machin, là, participent à la gestion du pouvoir, à côté donc des grands partis. Les sociodémocrates ici, les Tories, les machin, et tout ça, ils sont là, les petits sont là, on les jette pas par derrière, on leur donne pas un coup de pied par derrière, on les associe, ce qui fait que
Même au sein du Parlement, les minorités s'expriment. C'est une tradition pour eux. C'est même une routine. Et c'est dans tout ça maintenant qu'ils vont aller chercher leur Premier ministre. Vous comprenez? Et puis le reste, le président de la République, lui, qui est un ornement. Vous pensez que les pays africains ont atteint ce stade-là? Nos partis, enfin, nos systèmes politiques en sont arrivés là? Vous pensez que chez nous, les partis politiques qui se retrouvent dans les parlements, dans les assemblées là, ont atteint ce degré, si vous voulez, de démocratisation de leur esprit? Vous ne voyez même pas que dans certains cas, c'est des partis uniques qui sont transposés au Parlement, comme cela va se passer donc, pour en revenir là, au Togo. C'est pour vous une aberration de faire cette option-là? Non, l'option, je veux dire, en elle-même, n'est pas mauvaise. Mais... Oui, lorsque nous prenons le contexte togolais aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est aberrant de faire une telle réforme? Ils ont choisi ça, mais nous voyons où ils veulent en venir. Où vont-ils? Ils vont dans le fait que, on va s'éterniser au pouvoir. Donc c'est une parade trouvée par fort pour aller à l'infini. Voilà, parce que vous avez compris que maintenant, la question du 3e mandat, du 4e mandat, parce qu'on fait des grandes élections là, des élections directes, machin, tout ça là. Au suffrage universel. Tout le monde est fatigué. On exhibe ça. 3e mandat, 4e mandat, tout ce que vous voulez là. Je crois les gens commencent à se dire, mais c'est quoi? Pourquoi toujours ça? Vous comprenez? Si vous prenez le cas du Togo, alors, bientôt les élections là, on va dire encore, fort là, il va à combienième le mandat? Dites-moi. Combien? Je crois qu'il est là depuis 2005, depuis 19 ans. On va dire encore un autre mandat. Alors que ces mandats sont décriés un peu partout. La preuve qu'au Bénin, le chef d'État a dit que lui ne veut même pas entendre parler de ça. Après 2 ans, lui, il dit il ne veut pas. Et il y a des gens là depuis, je ne sais plus, 20 ans, je ne sais plus combien d'années, et il va commencer par dire encore, il veut un 3e mandat, il va demander au peuple. Même le peuple là aussi sera fatigué. Il est même fatigué. Donc il faut trouver une astuce, une parade, n'est-ce pas, pour calmer les ardeurs du peuple, c'est-à-dire en termes de suffrage universel direct. Qu'est-ce que le peuple togolais va en comprendre? Le jour où le peuple togolais va comprendre, par exemple, que Faure n'est plus président, mais qu'il est premier ministre, par exemple. Qu'est-ce que ça va le faire? On a changé de main. Parce que il ne faut même pas chercher à aller loin. C'est son parti qui sera parti majoritaire à l'Assemblée. Et qui va désigner le président du Conseil ou le Premier ministre. Est-ce que vous voyez? Et vous verrez même que lui-même, pour les élections générales qui viennent, il sera candidat quelque part. Vous comprenez? Pour être au Parlement déjà. Parce que les députés vont élire leur père. Ou bien, on ne va pas aller chercher un individu qui se balade dans la rue, ils ne vont pas aller chercher un individu de la police, celui-là qu'on a pris. C'est parmi eux. Ils vont élire leur président et même le président. Donc ça va être une caporalisation totale. Pour combien de temps? Tant que le parti là va rester parti, le parti majoritaire. C'est ça qui guette le Togo. Qu'est-ce que cela implique pour le Togo? Qu'est-ce qui va se passer les jours, les mois à venir, les années à venir? Le statu quo? Quel changement il va y avoir? On aura un bicéphalisme. Bicéphalisme quoi? Et qui? Fort et fort, ou unir le parti, unir et unir. Mais quand même, on a désormais 2 personnes, parce que depuis Yadema, ils sont les seuls grands maîtres. Donc au moins, on aura un semblant de partage de pouvoir. Avec qui? Uni et fort. De toute façon, on aura le président qui va détenir des pouvoirs symboliques. On aura le président du Conseil des ministres qui va détenir, disons... L'exécutif. Oui.
qui va détenir la majorité, la consistance du pouvoir. Peut-être que le président va raisonner, le président du conseil, s'il va trop en dérive, parce que c'est lui qui est au four et au moulin. Est-ce que vous savez qui c'est qui va être président du conseil? Ce qui est sûr, ça va venir du parti majoritaire. Ça va changer quoi entre ce qui va se passer là et ce qui se passe aujourd'hui? C'est pourquoi j'ai parlé. C'est du pareil au même. Si c'est le même système de partisans qui continue, mais c'est la même chose. Si dans les autres pays, ça fonctionne comme en Italie ailleurs, c'est parce qu'il y a un véritable challenge des partis. Vous comprenez? Où tout le monde, d'abord, où tout se fait dans la transparence, n'est-ce pas? Et diverses forces se retrouvent donc au Parlement. Et même avec ça, il y a toujours un parti majoritaire, parfois avec des coalitions, pour dégager, n'est-ce pas, le parti majoritaire, la coalition majoritaire ou le parti majoritaire. En général, même dans ces pays-là, c'est des coalitions. Parce que les autres cherchent à partiser avec les petits partis qui sont venus grâce, n'est-ce pas, au scrutin proportionnel. Mais ils vous parleront toujours de démocratie au Togo. C'est leur droit. Ils vont nous parler de quoi? De dictature? Ils vont nous parler de démocratie? Là, le système de séparation des pouvoirs, est-ce que c'est toujours d'actualité? Chez eux, là, avec ce qui se passe, c'est pas le pouvoir. Quel pouvoir de quel pouvoir? C'est l'exécutif qui est là. Est-ce que le premier ministre, là, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est l'exécutif. Mais il est accompagné par le chef de l'État. Et puis, il y a le législatif qui est là, qui le fabrique. Il ne l'invente pas. C'est cette collaboration entre l'exécutif et législatif est le propre du régime parlementaire. Le législatif qui est unilinéaire. Unilinéaire, chers amis. Avec des petits trucs là pour dire, bon voilà, il y a un peu de démocratie, il y a opposition. Même actuellement, vous avez vu, non? Même les opposants ont voté ça, hein. Ont voté les quelques opposants qu'il y a au Parlement, ben, ont voté. Ça veut dire qu'il a préparé son coup. C'est plutôt le signe d'un consensus. Hein? C'est plutôt le signe d'un consensus dans la classe politique. Voilà ce que vous dites. Voilà ce que vous dites. Vous avez bien raison de dire qu'il s'agit d'un consensus. Et c'est ce qu'eux, ils voulaient faire. Ils voulaient qu'on dise. Ils voulaient faire dire donc que c'est un consensus. C'est pourquoi il y a eu quelques députés, ben, pratiquement tous, à part un peut-être, qui se sont associés, n'est-ce pas, à ça. Ça leur plaît. Maintenant, et puis même après, à la désignation, vous verrez, du président du conseil, ils seront toujours là aussi avec eux, puisqu'ils ont accepté. Ils seront là pour désigner. Ou bien, toujours le consensus, non? Peut-être là-bas, le consensus. Il y aura vote. Hein? Vote de quoi? Peut-être qu'au niveau du parti de la désignation, il y aura vote. Mais déjà, professeur, à part cette ironie. C'est sans débat. C'est sans débat. C'est sans débat. Pour ce qui a été dit. Oui, non, c'est pas que c'est ça, c'est sans débat. On se lève au matin et dit, bon voilà, Timban, voilà notre président du conseil, voilà le président de la République. Terminé. Parce qu'il y a eu des bargaining avant, des discussions avant entre eux, puis on le sort comme dans un chapeau, l'attaque. Le président, voilà, le voyait là, et puis c'est fait. Et on applaudit seulement. Est-ce que ce n'est pas une démocratie à l'africaine? Est-ce que organiser tout le temps des élections à coût de milliards dans des États qui mangent à peine à leur faim, est-ce que ce genre de procédure d'innovation à la Yassingbe n'est pas ce qu'il faut pour les États? Vous avez raison, organiser toutes les élections. Est-ce que c'est des élections que nous organisons? Ce sont des élections. Hein? On en a eu au Sénégal. Hein? Oui, non, mais si nous avons le cas du Sénégal, de l'Afrique du Sud, ces pays-là que nous avons cités tout à l'heure, comme quoi c'est des démocraties, d'accord? J'accepte ça. Et ça nous rend même fiers de trouver des pays Avant tout ça, nous avons le Libéria qui a organisé ces élections. On a vu l'autre président aussi, qui est parti. Le Bénin aussi avec beaucoup d'élections. Ça vient. Donc, je veux dire ce que je veux dire par là, c'est que, vous l'avez dit au début, M. Franck, hein? Le tout dépend de la force de vos institutions. Au Sénégal, vous savez pourquoi ils y sont arrivés? Parce qu'ils ont des institutions fortes.
C'est ça que quand Barack Obama est venu au pouvoir, c'est tout ce qu'il avait souhaité d'avoir l'Afrique, ça. Qu'on ait des institutions fortes. Un parlement fort, quelle que soit donc sa ligne de conduite. Quand il faut dire oui, il faut dire oui. Quand il faut dire non, il faut dire non. Parce que c'est ça le courage. Et puis, toutes les institutions qui entourent tout ça, qu'elles soient fortes. Imaginez par exemple que le Conseil constitutionnel n'ait pas tranché cette affaire de façon vraiment objective. Qu'est-ce que le Sénégal allait devenir aujourd'hui? Vous pensez? Moi, j'ai vu venir. Quand ils sont allés voter leur loi, là, blabla, là, avec des tabassages, des trucs comme ça. Mais je dis, mais ils sont quand même... Je dis, si le Conseil constitutionnel est fort, le problème des députés là, sénégalais n'est pas encore réglé. Puisqu'il va y avoir un contrôle de constitutionnalité. Et c'est les mêmes sages, hein, avec lesquels le Parlement s'est mis en guerre, puisque c'est eux qui ont critiqué. C'est eux qui vont vous dire encore ce que votre toile elle est bonne. Donc, ce que vous avez dit là, vous avez raison. Nous, on est des corrompus. C'est pourquoi on a enlevé certains de la liste, d'autres on les a rajoutés, c'est parce qu'on est corrompus. Donc, votre loi là, elle passe. C'est comme ils m'ont dit. Moi, j'avais écrit un post tout de suite, j'ai dit, ah non. Je dis non. Ou bien, les sages du Conseil constitutionnel sénégalais sont maudits, ou bien, c'est des sadomaso. On ne va pas venir vous flageller de la sorte, hein, et vous allez voir la réalité la contourner. Je dis là, c'est fini, les élections auront lieu au Sénégal. Et c'est ce qui ça a eu lieu. Allez, pour le cas du Togo, certains ont parlé de coup d'État constitutionnel, institutionnel, tout ce que vous voulez. Au niveau de la constitution togolaise, il est dit qu'en période d'intérim, qu'on ne devait pas retoucher la constitution. Ce qu'ils ont fait là, ils ont retouché la constitution. Les parlementaires qui sont là, ils ont fini leur mandat depuis le 31 décembre 2023, bientôt, sinon plus d'1 an, qu'ils sont en train d'assurer l'intérim. Est-ce que ce n'est pas une ouverture pour ceux qui ont envie d'attaquer, par exemple, cette loi? S'il n'y a pas il n'y a pas un petit espoir là que la loi soit peut-être cassée par les institutions pour dire, écoutez, allez revoir ce que vous avez fait. Quelle institution? Ben, si nous venons de parler d'institutions. Quelle institution? Des institutions togolaises aujourd'hui? Il y en a. Le HAC a donné des leçons de démocratie à notre HAC. Ils ont des institutions au Togo. Vous savez, vous pensez que la HAC au Togo est une institution forte face donc aux agissements du gouvernement togolais, si jamais? Non. C'est-à-dire, ils sont restés cadrés sur leur position, les gars de la HAC togolaise. Vous comprenez? Ils ont lâché du lest, c'est-à-dire, le gouvernement togolais a lâché du lest, mais il est rare. Vous êtes journaliste, vous êtes tout le temps à la télévision, de voir des critiques acerbes sur les médias togolais, du gouvernement togolais, du régime togolais. Ils vont peut-être dire un petit mot après, ils vont dire le Corée, et puis voilà, c'est tout. Ou bien c'est pas ce qui se passe. Mais le jour où ils vont sortir des crocs, le régime va leur rentrer leur crocs. Est-ce que vous comprenez? Donc chacun, il essaye de jouer un peu son affaire de la sorte. Mais j'ai quand même apprécié leur position par rapport à ce qui s'était passé. Parce que ce qui s'était passé avec nous là, c'était vraiment enfantin. Complètement enfantin. Je n'ai pas compris pourquoi une association, je ne sais pas quoi, qui serait venue se plaindre, donc une association, comment je peux l'appeler, une association de consommateurs. C'était pas une association de consommateurs. Il paraît que c'était un groupe ethnique qui est venu se plaindre à la HAC là pour dire des choses comme quoi on a insulté le chef de l'État, que c'était un petit groupe ethnique qui collaborait, qui n'est pas clair, dont les origines se trouvent un peu au Nigeria comme ça. Vous comprenez? Mais on n'a pas besoin d'attendre ça, n'est-ce pas, pour nous défendre. C'était à la HAC chez nous ici de se lever, tous se disent non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors,
Ça veut dire que notre acte là même, n'importe quel Kidam va se lever pour dire mais écoute, c'est pas ce que vous allez, voilà ce que vous allez faire. Ah non! C'était ça le problème. Voilà. Là, ils ont fini par s'excuser. Bon, tant mieux. C'était pas bien. Aboudou, nous avons encore 5 minutes. Déjà? Oui, justement, le temps il passe vite, surtout quand vous ironisez beaucoup. Et bien, nous allons parler du Niger et du Bénin. Le Nigeria, les frontières entre le Niger et le Nigeria s'ouvrent au grand bonheur du poumon ouest africain, mais avec le Bénin, on pensait que ce serait la première étape, mais on devra encore attendre quelques temps. Pourquoi ça? Comment comprenez-vous cette posture des autorités de Niamey? Ça va venir, parce qu'il semble que nous avons quand même une diplomatie qui est très dynamique, et je sais que le chef de l'État béninois ne dort pas par rapport à cette question. Je suis sûr que il y a encore des réglages à faire. Les frontières sont ouvertes, c'est vrai, côté Bénin, mais ça ne fonctionne surtout peut-être pas côté Niger, mais ça va peut-être venir. Je pense qu'ils ont encore quelques petites difficultés avec nous au Bénin, qui sont sûrement en train d'être levées par nos dirigeants. Des difficultés à lever ou une revanche contre le Bénin? Non, ce n'est pas une revanche, c'est des difficultés à lever. D'abord, je pense que vous en êtes sûr? Oui, parce que je sais qu'il y a une délégation nigérienne qui est venue ici sur les questions de transit. Vous avez suivi ça? Un cas précis. Oui, un cas précis qui n'avait pas été interrompu pendant la période de crise, je l'appelle ainsi. Non, ils ne sont pas venus pour ça. Ils sont venus parce que, vous savez, il y a eu des surestarés, des stockages de marchandises et tout ça. Ça a donné des surestarés, plein de choses. De sorte que ça a lésé beaucoup de commerçants nigériens. Je pense, je ne suis pas de la maison là-bas, je crois qu'ils sont venus voir comment est-ce que les Nigériens là seront dédommagés et comment cela va se passer. Je ne sais pas après. Puis il y avait le problème de pipeline, n'est-ce pas, à régler. Donc je crois que c'est des questions qu'ils ont tenté de régler. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui va prendre un peu de temps. Et puis en dehors de ça, il doit y avoir quelques petits bobos structurels qui font que le Niger est un peu méfiant vis-à-vis du Bénin. Vous êtes socio-anthropologue. Ce temps de griffe de disette entre le Bénin et le Niger, est-ce que vous pensez que ça va agir sur les relations entre les deux peuples? Ça agit déjà entre les deux peuples, non? Puisque déjà, il n'y a pas de dialogue comme autrefois, où le Niger, le Togo, le Bénin... Je parle des peuples, hein? Entre nous et les Nigériens? Les Nigériens. Non, je ne crois pas. Non. C'est le même peuple. C'est vrai, hein? Où est-ce que vous connaissez le nom de Nigériens qui est au Bénin? De toutes sortes. Moi, mon voisin dirait que c'est un Nigérien qui est venu se planquer là. Il a construit un immeuble 3 étages en quelques jours. Hein? Moi, il me regarde de loin comme ça maintenant. Vous comprenez? Hein? Il est content, mais c'est un ami, enfin. On est tout le temps ensemble. Vous comprenez? C'est pareil. Si vous allez au Togo, au Niger, Niamey, toutes ces villes-là, Tillabéri, tout ça là, vous allez voir le nombre de Béninois qui y vivent. La plupart donc des hôtels, des restaurants, des auberges, tout ça au Niger, mais sont tenus par des Béninois. Des grands hôtels, tout ça c'est pour des Béninois. Et ils sont là. Donc je pense qu'à terme, il n'y aura pas de problème. Maintenant, c'est de tout faire aussi pour soutenir nos régimes pour que ce problème-là puisse être réglé. Pour qu'il soit réglé. Professeur Mohamed Aboudou, socio-anthropologue et politologue, merci pour ces moments d'échange. Vous étiez notre invité ce dimanche sur Zone Franche, Sénégal, Togo, Niger. On a passé à la loupe l'actualité dans la sous-région avec la présidentielle rocambolesque, peut-on dire, du côté du Sénégal, avec l'actualité togolaise, la révision constitutionnelle et aussi notre voisin du nord-est, le Niger, l'actualité de la fermeture des frontières côté Niamey. Merci à vous, Franck Aounou. Merci à toute l'équipe de réalisation derrière. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. À très vite. Merci.
est un acteur cybercriminel qui utilise illégalement les nouveaux systèmes informatiques pour soutirer de l'argent aux paisibles citoyens en les escroquant ou en les volant. Une telle activité est une infraction à la loi et est passible de sanctions contre les acteurs et leurs complices, parents, amis, religieux, spiritualistes et charlatans. Ne soyons pas naïfs. Il n'y a pas de réussite sociale sans effort. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61 ou le 63 09 51 62, le 65 48